c'est parti, on est live. Et du coup, effectivement, on disait, parce que du coup, à la base, on devait faire la rediff, enfin le live sur YouTube, et du coup, on le fait directement sur Zoom, en direct live avec Monsieur Pablo, qui est également avec moi. Il n'a pas sa caméra, mais il est bien là. Et on parlait de social Yes. proof, effectivement, comme les gens follow la social proof, c'est un truc de fou. Et d'ailleurs, c'est une bonne métrique. On en parle souvent pour le coup en interne, l'interaction, le nombre de personnes qu'il y a dessus, etc., qui suivent le marché, qui sont présentes. Et même nous en interne, on le voit avec la partie communauté privée. On s'en sert comme métrique. C'est une métrique qui est très pertinente, très intéressante, je trouve. Pas que le sentiment, mais également le taux de présence, pour le coup. Totalement. Du coup, pour ceux qui sont sur la team Rediff, là, l'idée, c'est qu'on fasse un point de marché principalement et effectivement introduire un sujet sur le sujet de la désinformation. Donc, je me suis fait quelques topics. Pour le coup, sur la partie DCA, parce qu'il y a des débats par rapport à ça, et je trouve que c'est quand même important et intéressant, à mon sens, d'en parler. Une partie sur la partie trading, et là, pour le coup, on a également, donc moi, je trade aussi un petit peu de mon côté, pour être honnête, mais on a surtout, du coup, monsieur, pour le coup, Pablo, qui lui trade régulièrement depuis 2019. On pourra parler de ça. On a potentiellement quelques personnes qui vont nous rejoindre en cours de live, mais là, on est plus en mode nous tranquille sur live, parce qu'on n'a pas trop de chill, entre guillemets, la présentation. Donc, c'est pas grave, on fait l'enregistrement et vous aurez la rediff directement sur YouTube. Et hello, monsieur Robin, si tu nous entends. Et du coup, j'ai noté un petit point également sur les altcoins, les shitcoins, etc. Parce que je vois pas mal d'altcoins. Alors, il y a des mouvements que je vois. C'est pour ça que j'ai pris mon petit crypto bubule aussi qui est juste ici. Mais je vois aussi pas mal de shitcoins revenir un petit peu à la mode là en ce moment dernièrement. Donc, avoir à prendre en compte aussi. On a parlé vite fait du coup de quelques sujets qui étaient intéressants. J'avais le sujet, je vais le noter sinon je vais zapper, mais rapport homme-femme qui moi je trouvais assez pertinent. On a parlé aussi de la macro, donc point aussi intéressant. Je pense qu'on va commencer par un point global par rapport à Bitcoin. T'en dis quoi, Monsieur Pablo? Ouais, je pense qu'on va introduire le sujet avec un petit point de marché. Je pense que ça va être le plus pertinent et que c'est aussi la meilleure des entrées en matière. Yep. Monsieur Robin, bah écoute, là, profitez-en. Là, pour le coup, t'es solo. Si tu as des questions, n'hésite pas et on pourra y répondre en live, en direct. J'ai juste la rediff du coup, qui va être sur YouTube directement. Mais nos problèmes en soi, on se gérera de la rediff. Bah, écoutez, par rapport à Bitcoin, c'est assez calme. Alors, j'ai repris un petit peu des données aussi on-chain pour le coup, mais c'est assez calme. On a une volette qui s'écrase. J'ai vu qu'il y a pas mal de personnes dernièrement qui parlaient beaucoup des fameux Bollinger Band là. Bollinger Band, je ne dis pas forcément très bien. Mais je suis pas trop fan de ces indicateurs, pour être honnête, parce qu'on a vraiment des tendances qui sont extrêmement différentes les unes des autres. Donc, se dire parce que les Bollinger Bands, elles sont resserrées, ça va forcément exploser, on va forcément avoir une boîte explose, enfin, très forte qui va revenir directement. Je suis pas forcément convaincu parce qu'on a vraiment des dynamiques qui sont particulièrement différentes. On va avoir des dynamiques qui vont être extrêmement fortes, on a vraiment un gros bull run. On va avoir des dynamiques qui sont vraiment baissières en mode bear market et une dynamique où on va être vraiment pour le coup en phase de latérisation. Et on le voit si je le reprends effectivement sur les différents cycles avec mon fameux pour le coup BLX. Pourquoi j'ai pu mes tracés? Je sais pas pourquoi je ne les ai plus. Je les remettrai au pire des cas une prochaine fois. Mais vous voyez bien que le cyclique, avec la cyclicité, c'est qu'on a bien à chaque fois ces mêmes phases. On a bien une phase. On a bien une phase haussière, une phase baissière et une phase de range, fin d'accumulation en tout cas, qui a se positionner ici. C'est toujours à chaque fois les mêmes cycles, une phase de correction et des grosses phases d'accumulation avant de réexploser par la suite. Et c'est toujours pareil. Vous le voyez à chaque fois sur le graphique. Donc là, je suis sur Bitcoin depuis pour le coup 2011. Donc c'est toujours pareil. Donc je suis pas trop fan de se dire parce que les Bollinger Bands elles sont pas très volatiles et qu'on est en phase de compression. Oui, ce qui est assez évident pour le coup. Mais ces phases d'accumulation, elles passent souvent par des phases un peu de machine à laver. Donc on en parlait pas mal de fois. On avait parlé depuis des mois et des mois, depuis le début d'année, du fameux scénario de 2019. Est-ce qu'on va finir vraiment sur un trap comme en 2019 au final, moi, en termes de rétrospective? D'ailleurs, je veux bien ton avis, Monsieur Pablo. Pour moi, on était après par ici. Après, est-ce qu'on va vraiment avoir un cycle à 2019 avec un vrai bull trap ici pour vraiment corriger par la suite? Donc, je dis un exemple, un dernier pump pour vraiment corriger par la suite et après repartir en bull run. Ou alors, est-ce qu'on va plutôt avoir un mix pour le coup directement de ce qu'on avait eu là directement sur le cycle de 2016-2017, enfin du coup 2000, ouais, 2016-2015. Moi, je verrais bien un mix des deux, en vrai, pour être honnête, avec juste en fait des légères continuations haussières et potentiellement on rechute un petit peu, mais vraiment quelque chose assez linéaire, un petit peu comme on a eu pour le coup sur la session de 2015-2016, qui soit assez au final, ça progressif et assez
ascendant de manière assez régulière et pas juste un mini break pour le coup comme en 2019. Donc à voir, on a toujours la macro aussi, on en a parlé juste avant. Mais je veux bien ton avis du coup, Pablo, je sais pas ce que tu en penses par rapport aux cyclicités, mais avoir un mix des deux, c'est ce qui me parle le plus moi pour le coup. Yes, je pense qu'en aucun cas on aura un copier-coller parfait de ce qu'on a eu par le passé. Maintenant, voilà, c'est super pertinent de s'en inspirer et on l'a vu depuis le début d'année quand même que, enfin voilà, c'était assez éloquent en termes de scénario, de cyclicité, de récurrence. Maintenant, voilà, pour me rapprocher du court terme avec le price action qu'on a ces derniers temps euh, et les news, enfin bref, qu'on a eu ces derniers temps. Voilà, je trouve ça un petit peu moins joli que ce que j'ai trouvé ça beau depuis le début de l'année. Et je commence tout doucement à me méfier, euh, sans me mettre en PLS, attention, hein. Mais voilà, moi je reste optimiste tant que on garde les 28 300, 28 400. Mais si on commence à clôturer en dessous et à avoir de l'acceptation et à s'installer durablement sous ce niveau-là, il faudra guetter avec énormément d'attention au niveau des 25 à 3 puisque ce sera le prochain niveau à mettre sous pression, d'accord? Mais tant qu'on garde ces fameux 28K3, 28K4 et que bah, on latéralise dans la temporalité, on peut très 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 bien continuer d'accumuler, rester dans ces phases d'accumulation comme tu le montrais justement précédemment et Mm. bah, rester justement perché autour des 30 000 $ et ne jamais repasser sous les 20 000 comme ce qu'attendent la majorité des gens en fait. Ouais, en parlant de, ça me fait penser par rapport au target que les gens attendent. J'ai vu qu'il y avait un gap aussi sur le CME, il me semble de mémoire, qui était au niveau des 20 000 $, qui est pas clôturé. Il est ici. Il est ici au niveau des 20 000. Donc c'est pareil, j'ai vu beaucoup de personnes qui attendaient cette fameuse zone des 20 000. Alors en général, quand tout le monde attend trop cette zone, donc il faudra voir comment ça se marque d'un point de vue psychologique et comment le marché réagit par rapport à ça. Le consensus commun en termes d'attente par rapport au marché. Donc ça sera évolutif et il faudra voir au fur et à mesure. Parce que là, c'est un peu RS. On a eu tout ce battage médiatique et on a eu encore des news dernièrement là, en mode je sais plus quel gros incite ou je sais plus quelle la personne des gros fonds, etc., qui encore une fois balançait des news positives par rapport à Bitcoin. Donc, je ne sais pas comment tu le vois à l'instant T, le fait qu'on ait toutes ces news-là sur un point haut. Moi, je vois avec patience. Si on va beaucoup plus bas, bah, tant mieux. Ça sera des périodes de recharge qui seront idéales. Mais je ne le prends pas forcément quelque chose d'extrêmement bearish. Moi, j'avais fait des hypothèses par rapport à ça. Je ne sais pas forcément trop m'étaler dessus. Mais au final, est-ce que ça pourrait potentiellement pas être des trucs qui peuvent être un petit peu forcés, exprès, surappuyés pour inciter aussi des personnes potentiellement à essayer de sortir du marché? C'est une question que je me posais. Totalement. Mais Moi, totalement. C'est pour ça que moi, pour ma part, enfin, la manière dont je l'opère en ce moment, elle est claire et nette. J'ai pas envie de vendre en spot puisque pour moi, avec une vision long terme, vendre du BTC à 30 000 $, c'est juste quelque chose qui est impossible. Par contre, sur le court terme, je dois avouer que j'ai pas trop aimé que Larry, le patron de BlackRock, vienne encenser Bitcoin en direct à la télé sur un ATH annuel et je suis allé me protéger avec du levier. Donc, là, je suis toujours en position et je suis toujours en train de me protéger à l'heure actuelle et je n'ai aucun élément qui me dit de sortir de mon edge en fait là. Donc wait and see, dans les deux cas, je suis gagnant. Donc pour ceux qui n'ont pas le détail, en gros, du coup, ton hedge, c'est comme si, entre guillemets, parce que tu n'es pas sorti du marché, mais tu as pris une position vendeuse qui te permet qu'en fait, c'est comme si tu étais sorti du marché parce que peu importe ce que fait le marché, au final, tu es neutre à chaque fois sur position et c'est quand tu couperas ton hedge que tu vas du coup regagner une exposition au marché. c'est ça. En gros, en fait, je coupe une partie de mon exposition en spot en la prenant en levier entre guillemets. Ça veut dire que je vais pas vendre en spot, mais je vais quand même pouvoir encaisser du dollar en levier en augmentant justement bah, ma détention de tokens grâce au levier. Donc il y a cet art-là à gérer entre la marge que tu mets et l'effet de levier que tu prends. Mais si c'est bien géré, il y a vraiment moyen d'encaisser du dollar alors que ça tombe. Euh, Garder ton bag, le hold, et justement aller tirer du dollar pour recharger alors que le prix a baissé. Donc ça, c'est vraiment super puissant. Hmm. Après, du coup, pour ceux qui ne maîtrisent pas forcément les leviers, en soi, vous pouvez le faire exactement la même chose en sortant du marché. Mais c'est vrai on en parle souvent, mais il y a ce frein psychologique sur un edge de quand tu es sorti du marché, c'est pas forcément la même chose que prendre une position dans l'autre sens. Donc, attention à ce que vous faites, c'est quand même à mon sens, des outils qui sont, mine de rien, à maîtriser un minimum si vous utilisez.
Mais why not? Après, encore une fois, c'est d'ailleurs la désinformation qu'on parle souvent, c'est que les gens font beaucoup trop l'amalgame entre des strats et des optimisations d'un niveau avancé ou d'un niveau de trading et des profils d'investisseurs. C'est justement le sujet que je voulais d'ailleurs évoquer par rapport à la partie des informations. Mais ouais, attention à ne pas confondre justement des stratégies qui des fois sont peut-être un petit peu trop poussées pour vous ou lesquelles il faut juste prendre le temps tout simplement de se renseigner et comprendre ce que vous faites avant de les appliquer tout simplement. Des fois, c'est juste être un peu curieux et se renseigner sur les sujets en question. Mais comme d'habitude, les gens voient de la lumière et ils veulent juste aller là où il y a de la lumière. Et malheureusement, ne prennent pas forcément le temps de faire les choses correctement. Exact. Et c'est vrai Euh, que ouais, pour rebondir, ouais. utilisez que ce que vous comprenez et gérez correctement. Les produits dérivés, ça peut être très, très, très puissant, mais un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Et si malheureusement vous gérez pas la puissance que vous avez entre les mains, bah, ça va vous péter entre les doigts, tout simplement. Merci, Spider-Man, c'est ça. Tin, tin, tin. Allez, générique. Je suis mort. Mais du coup, donc là, on est sur SP500. Petit point sur SP500, il y a une divergence qui est en train de divergence baissière. Donc, c'est un signal qui est baissier en journalier, pour le coup, sur le SP500. Donc, ça, c'est une plus grosse boîte des US qui, encore une fois, on le répète, qui ont énormément, énormément, pour le coup, d'impact sur Bitcoin. Pareil, on le voit également au niveau du momentum. On a, pour le coup, une perte également de momentum qui est en train de se mettre en place. Donc, à pas négliger. Sur le weekly, donc là, j'étais en journalier, daily. Et donc, sur l'hebdomadaire, pour le coup, je suis toujours RAS, mais affaire à suivre quand même, parce que j'ai quand même des petits contre-signaux en daily, donc affaire à suivre au niveau du SP500. Il faudra suivre également de toute façon, chiffre d'inflation. Je ne sais plus les prochaines dates des chiffres d'inflation, je n'avais pas regardé, mais je pense qu'on a un petit peu de battement, et de toute façon, on le verra aussi venir d'ici les attentes. Pour ce qui est du dollar, est-ce qu'on a un gros rebond si gros que ça? Non, pas spécialement. Ça avait dump un peu dans la journée, je crois. Ouais, ça a bien peuple là pour le coup, hein. Ça repump là. Ouais. Ouais, Une bah voilà. jolie Ok. bougie. Ouais, C'est ouais, pour on a une ça belle qu'il y bougie, a tu tout vois, qui en est en train 4 de heures. tomber. Ouais, ouais. Ouais. Bah, après, le truc, c'est que je me dis pareil, les SP500 commencent à avoir des divergences. Alors, on peut continuer de monter. J'ai vu qu'il y avait pas mal de personnes qui étaient en short. J'ai vu qu'il y avait pas mal de personnes aussi, des baleines sur l'on-chain, etc. D'ailleurs, j'ai repris des données on-chain là, que j'ai à côté, qui ont vendu aussi pas mal de tokens sur les 30 000, 31 000, 30 000 dollars. Donc, ça peut être une porte d'exit. Et c'est ce que je soulevais la dernière fois, c'est qu'au final, on disait oui, c'est les instituts qui se battent contre les particuliers, mais au bout d'un moment, ça va être de plus en plus, et on n'est pas encore, parce que justement, aujourd'hui, les particuliers ont un vrai avantage par rapport au côté institutionnel, parce que ce qui fait qu'on a encore peu de liquidité et de volatilité sur le marché, fait que justement, en fait, les instituts ne peuvent pas rentrer à coût de 5 milliards comme ça du jour au lendemain, sinon ça ferait des trop gros mouvements sur le marché, et ça ferait des disruptions de prix qui seraient trop grosses. Ça ferait trop bouger d'un seul coup, et du coup, ce serait compliqué pour eux de rentrer des grosses sommes. Donc en fait, vu qu'ils ont des liquidités importantes à rentrer, sinon pour eux, en termes de proportion, mais c'est pas forcément très intéressant, bah, en fait, ils n'ont pas intérêt à rentrer sur le marché tant que le marché n'est pas encore assez gros. Ça, c'est un vrai avantage pour le coup par les particuliers. Il faut justement en profiter. Pas parce que le marché est calme, etc. Et c'est pareil, en termes de proportion, regardez le marché boursier, à quel point il est en général beaucoup plus calme que le marché crypto. C'est juste qu'encore une fois, les gens viennent juste entre guillemets de la lumière sur la crypto, mais ça n'empêche pas que ce soit un marché qui soit beaucoup plus volatile et beaucoup plus pertinent, en tout cas en termes de disruption et d'innovation, que le marché boursier, au vu de la vitesse à laquelle ça avance et toute la partie technologique et révolution sur plusieurs points que ça amène. Donc voilà. Mais ouais, du coup, si on a une belle correction du SP500 et puis tu vois la grosse bougie, ça commence, mais à voir si elle s'amplifie. Mais je veux dire, ne serait-ce que cette bougie-là, c'est pas étonnant que on ait un peu une pression sur Bitcoin, qui d'ailleurs, on l'avait vu dernièrement. Là, on avait un Bitcoin qui n'était pas extrêmement haussier, hein, pour le coup. Hop. Oui, là, je suis en journalier, donc depuis 23 juin, alors que SP500, il est parti en mode to the moon. Ouais, le 23 juin ici, donc il n'a pas, clairement pas attendu. Et donc Bitcoin n'a pas suivi. Et donc ça, c'est pas forcément positif, parce que c'est-à-dire que si Bitcoin ne suit pas par rapport au SP500, bah, ça veut dire que Bitcoin, il a la ramasse et qu'il a peu de liquidité, parce que logiquement, il devrait suivre, parce qu'à chaque fois, on a vraiment des données qui sont quand même extrêmement corrélées l'une de l'autre. Donc là, on a vraiment une décorrélation de Bitcoin par rapport au SP500 à la baisse, donc perte de force par rapport à Bitcoin, ce qui veut dire qu'en plus de ça, ça traduit quoi au niveau du sentiment, au niveau des attentes du marché, c'est que le marché est moins à risque, sinon on serait plus forcément naturellement exposer Bitcoin. Et donc, c'est pour ça que le sujet de la macro, il est vraiment pas à négliger, mine de rien. Parce que si le marché cherche plus des valeurs, entre guillemets, un peu plus safe, comme le SP500, même si on est considéré pour entre guillemets comme des actifs à risque,
bah, ça traduit qu'en fait, le marché veut de la sécurité et non pas du risque dans l'instant T. Et là, ce qui est intéressant à souligner, c'est qu'il y a eu cette prise de force du FMI par rapport à BTC à un moment où tu as le patron de BlackRock qui vient parler de BTC positivement. Enfin, au bout d'un moment, il y a des choses qui sont quand même alarmantes et donc il faut se protéger sur le court terme. Euh, et c'est vraiment ultra important de faire de l'analyse interasset, comme on est en train de le faire avec Antoine. Euh, on est en train de comment dire, d'implémenter dans notre analyse des choses de la bourse tradi. On va regarder le dollar, on va regarder le S&P, et c'est des choses qui viennent euh, nous amener à notre décision finale sur le marché crypto. Ouais, ouais, complètement. Ça, c'est une complémentarité que les gens n'ont pas forcément assez et qui est, bon, pour ceux qui ont l'habitude de nous entendre, c'est un peu la base. À mon sens, vous êtes obligés. C'est-à-dire que c'est un peu l'exemple que je prends souvent. Vous avez vraiment une pièce du puzzle et les gens prennent un indicateur, un outil, un analyste, etc. Ce que vous voulez, ils prennent une base de connaissances, ils la valident entre guillemets comme binaire. Ils se disent, OK, cette source, elle est bonne, je me fie à cette source. Sauf que justement, c'est qu'une partie du prisme. Et si vous voulez compléter l'intégralité du puzzle et donc, on va dire, avoir la visibilité du marché la plus complète possible, vous devez utiliser plus d'outils, justement, comme disait Pablo, avec entre guillemets du interasset, donc c'est-à-dire utiliser plusieurs actifs, comme par exemple le SP500, le Bitcoin, le dollar, etc. Donc, ouais, ça c'est grave important. Et il n'y a que comme ça qu'on peut avoir, entre guillemets, la visibilité sur le marché le plus clair possible, parce que ça permet d'avoir un horizon beaucoup plus large et avec beaucoup plus de recul, de réalité sur ce qui se passe au niveau du marché. Exact. Un point intéressant d'ailleurs au niveau des cyclicités, là que je voulais souligner, c'est une donnée qui a été du coup remise en avant par The Block. Là, vous avez la dominance Bitcoin comparée au prix du Bitcoin. Donc la dominance, c'est rien de plus que le pourcentage, je l'ai juste ici, de Bitcoin par rapport au reste des actifs. Par exemple, moi j'utilise beaucoup avec Ethereum et avec également le reste des altcoins. Bah, là, alors j'ai encore plein de dessins bien évidemment sur mes charts pour ne pas changer une équipe qui gagne, mais effectivement, on a pour le coup une vraie prise de force qui peut continuer. Bah, oui, j'ai encore des dessins, pour le coup, qui peut vraiment continuer de monter aux différents niveaux. Donc ça, c'est purement des exemples. Mais c'est parce qu'on a une petite correction que ça y est, on va partir tous the moon dans les altcoins, etc. Pourquoi je dis ça? Parce que, encore une fois, ce sont des notions de cycle et souvent les capitaux, ils aiment bien se suivre. C'est-à-dire qu'ils aiment bien être d'abord dans le BTC, puis après, ils vont prendre plus de risques, etc. Et là, on le disait justement, on le montrait. Et oui, quand je vous dis ça, on a vraiment la corrélation avec ce que vous expliquez du coup du SP500 par rapport à Bitcoin. On avait d'abord des équités qui étaient focus sur SP500 et pas encore forcément énormément sur Bitcoin. Et justement, si je reprends ces données-là, donc là, on a bien la dominance de Bitcoin, donc par rapport au reste du marché, par rapport au prix du Bitcoin. Et on voit quoi? On voit que ma dominance, elle monte quasiment au même moment que le prix. Ça veut dire quoi? Et c'est pas normal. C'est-à-dire que si mon Bitcoin restait exactement la même proportion par rapport au reste des actifs comme les altcoins, Ethereum, etc., on aurait une dominance qui resterait à l'horizontale, qui ne bougerait pas, qui serait linéaire, qui serait plate. Sauf que là, on voit quoi? On voit que les impulsions de cette dominance sont purement directives par le prix. Ce qui veut dire que, bah, en fait, les transferts de liquidités sont purement drivés. En tout cas, là, les mouvements de Bitcoin sont pleinement assumés. Et donc, en fait, quand Bitcoin fait un mouvement, il n'y a absolument personne pour le contredire. C'est-à-dire que c'est Bitcoin qui a vraiment lead sur le marché, parce que sinon, on n'aurait pas cette corrélation entre guillemets quasiment très propre ou quasiment parfaite avec effectivement la hausse à la fois de la dominance, plus de la hausse de Bitcoin. Sinon, on aurait très rapidement, pour le coup, et bien là, au lieu d'avoir une espèce de range, bah en fait, on aurait, oui, un Bitcoin qui vient pump, une dominance qui vient pump, mais si les alts venaient reprendre directement, on aurait une grosse correction sur la dominance. Et après, potentiellement, un Bitcoin qui essaie de reprendre et d'essayer de suivre. Mais là, pour le coup, on le voit très bien et c'est même limite plus amplifié parce que là, vous le voyez, par rapport au point haut qui est environ vers 45% juste ici, là, on voit, on monte quasiment au 49. Donc, on a un énorme gap entre ce niveau d'ici et ce niveau d'ici. Alors que sur le prix qui est ici, vous le voyez, on a un gap qui est vraiment très léger. L'écart, il est vraiment très léger entre ce niveau ici et ce niveau ici. Donc là, c'est purement de l'interprétation et de la logique pour le coup, et vous le voyez très bien. C'est-à-dire qu'on a une dominance qui est même plus forte que la variation du prix. Ce qui veut dire que la force de Bitcoin, même si le mouvement de prix n'est pas extrêmement puissant, la dominance est encore plus forte. Donc, on a carrément, et exactement ce que j'expliquais avec le SP500, une méthodologie de prise de défense, de position défensive sur les autres proportions du marché en termes de proportions avec Ethereum et les altcoins. Donc ça, c'est purement factuel. C'est juste du bon sens en comparant justement à la dominance Bitcoin avec son prix. Donc ça, c'est encore une fois un argument qui nous souligne factuellement au niveau des pourcentages et des métriques du marché directement
bah, qu'en fait, là, le marché cherche de la sécurité directement. Donc, qu'est-ce que nous, on peut retirer? Bah, si on comprend que le marché il cherche de la sécurité de part avec le SP500 par rapport à Bitcoin ou même avec la dominance, bah, comprendre pourquoi il veut de la sécurité. Peut-être que potentiellement, on se prépare d'une crise économique qu'on va être de plus en plus, potentiellement. Et du coup, Pablo, ouais, je veux bien que tu nous soulignes du coup par rapport au principe du coup des différentes courbes de rendement sur les obligations, du coup entre les taux de 5 ans et de 10 ans, s'il te plaît. Ouais, c'est le 2 ans et le 10 ans. En gros, ça, on appelle ça le yield curve. Et en gros, c'est la courbe des rendements obligataires. Donc, les rendements obligataires, c'est les coupons annuels qui sont payés quand on endosse, enfin quand on rachète la dette d'une entité, d'accord? Et à la fin de l'obligation, en fonction de sa durée, donc là pour le coup 2 ans ou 10 ans, eh ben on récupère le nominal, d'accord? La dette qu'on a endossée. Et la logique voudrait à la base que plus on endosse un risque important et plus on endosse un risque qui est long, plus le reward devrait être intéressant. Sauf que on se rend compte Donc avec cette là, courbe ouais, que, vas-y, vas-y. là, on est sur l'US. Donc là, vous le voyez, on est sur le ouais, US 10 year, donc Y pour année. Vous voyez que là, en blanc, on est sur le 10 ans. Exact. Et donc le jaune, on est sur le 2 ans. Et du coup, je te laisse. Excuse-moi, je t'ai coupé. Voilà. Donc le 2 ans, il est passé au-dessus du 10 ans. Ça veut dire que si on endosse la dette d'une entité pendant 2 ans, on est payé plus fort que si on le fait pendant 10 ans. Et C'est pas là, la normal, c'est question, incohérent. voilà. La question, c'est pourquoi du coup? Et bah ça, comment dire? Ça, c'est un phénomène qu'on voit systématiquement quand il y a des hausses de taux, d'accord? Quand il y a des resserrements monétaires. Et ce qu'il faut comprendre, en fait, c'est que systématiquement, quand on a vu ce phénomène et qu'on est retourné à la normale par la suite, crack économique. Et c'est systématique sur les 50 dernières fois que le yield curve il a croisé, récession, mouvement correctif par la suite. Ouais, Donc parce que du là, vas-y. parce que du coup, là, on a vraiment des personnes qui, sur le 2 ans, du coup, donc sur le court terme, prennent plus de risques. Et du coup, la question, c'est pourquoi le marché accepterait que certaines personnes prennent plus de risques sur le court terme? Bah, tout simplement parce que peut-être Exactement. que voilà, le marché anticipe que justement, il y a plus de risques sur du 2 ans que sur du 10 ans. Donc, Et en fait, effectivement, là, ce s'il y a qu'il un faut crash comprendre, économique entre les deux, ça revient logique, effectivement, en termes de reward, en termes de récompense. Et en fait, là, ce qu'il faut comprendre, c'est que la Banque centrale est fait du quantitative tightening, du QT. Ça veut dire qu'elle accable les banques secondaires d'actifs, donc d'obligations, et elle récupère les billes. C'est l'inverse du quantitative easing. Le quantitative easing, c'est de récupérer les actifs des banques secondaires pour leur rendre la liquidité et ainsi leur faciliter le prêt. Et donc là, en fait, on se retrouve avec des banques qui ultra leverage comme des grosses porcasses à prendre 3 tonnes d'obligations. Et on a vu ce que ça donnait avec SVB. Là-bas, et le petit cheat code de la Fed qui vient te mettre un petit coup de pied au cul pour te remettre dans le droit chemin. Enfin, c'est, comment dire, il y a volonté de nuire, si je puis dire. Et en gros, en fait, ils font ça jusqu'à ce que le plateau de jeu soit déséquilibré et qu'ils puissent excuser le rallumage de la planche à billets pour sauver le plateau de jeu. Et c'est à chaque cycle économique pareil. Donc ça provoque de l'incertitude, ça provoque de la panique, ça provoque des mouvements de prix virulents. Et en fait, eh ben, on sait qui c'est qui se retrouve avec tout le cash tout en bas pendant que tout le monde est dans la merde et pendant que c'est la récession. Et c'est comme ça que le nettoyage est fait sur les marchés avant un nouveau cycle. Ouais, complètement. Je vais reprendre pareil le tableau sur la hausse des taux là directement. Mais du coup, oui, grosse, parce que c'est juste un petit rappel, du coup, vous connaissez, je pense, mais effectivement, info particulièrement importante pour le coup à suivre. Au niveau du taux directeur, ce qu'on attend aussi, c'est le pivot, hein. J'avais déjà fait rétrospective. Il me semble sur les différentes vidéos, oui, effectivement, on avait déjà fait le rappel, mais effectivement, particulièrement également à suivre au niveau du pivot, parce qu'au niveau des crashs, historiquement, c'est pour le coup assez vénère, donc affaire à suivre par rapport à tout ça. Mais là, le fait qu'on ait vraiment effectivement ce croisement du coup entre les courbes d'intérêt entre les 2 ans et les 10 ans nous confirme qu'il y a quand même un risque qui est vraiment à pas négliger. Et vous l'avez vu, on a montré théoriquement au niveau du prix entre SP500, les dominances et Bitcoin directement, qu'effectivement le marché confirme à chercher pour le coup une certaine sécurité.
Au niveau des ratios de Bitcoin par rapport à Ethereum, pour le coup, alors là, j'ai fait des comparaisons. On va passer dessus pour l'explication. Mais pour faire simple, on a pour le coup toujours un Ethereum qui perd de la force par rapport à Bitcoin pour le coup. Donc, on a des données qui pourraient se corréler, qui pourraient effectivement se corréler par rapport à un bottom de marché. Donc, effectivement, on pourrait potentiellement avoir effectivement un Ethereum qui reprend de la force. Mais pour l'instant, ce n'est pas fait. Donc, je ne suis pas forcément m'avancer dessus là pour le coup en live directement. Mais donc, affaire à suivre. Mais jusqu'à présent, on le voit, on a toujours pour le coup un Ethereum qui perd de la force face à Bitcoin. Donc, tant que ça ne s'est pas inversé, eh bien, encore une fois, on rappuie notion de sécurité. Donc, on a des mouvements au niveau des alts, hein. Moi, j'ai vu. Alors, c'est vraiment des exceptions globales. C'est vrai qu'on a eu des beaux mouvements. On va passer effectivement l'histoire du XRP. Je pense que j'en ai assez parlé. J'ai fait une vidéo plus complète dessus, de 1 heure dessus. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas en commentaire ou autre. C'est avec plaisir. Mais je pense qu'on va passer la thématique XRP. Mais c'est vrai qu'on a quand même certains mouvements au niveau de la DeFi, au niveau de SNX, au niveau de Compound, au niveau de certaines altcoins. XDC, je l'avais suivi aussi, mais elle a explosé sans prévenir. Et d'ailleurs, vous voyez que c'est purement binaire, moi je trouve. Je ne sais pas ce que tu en penses d'ailleurs, Pablo également, mais je trouve que les mouvements des alts, c'est soit en fait elles montent quasiment en ligne droite et puis il n'y a pas trop de range, etc. C'est vraiment, tu fais un move et puis derrière tu remontes très très vite. Vous voyez là les points d'entrée, ok, on aurait pu rentrer ici, etc. d'un point de vue technique, mais ce que je veux dire, c'est que là les points d'entrée, ce n'était pas forcément les plus simples à prendre et à saisir. Et je trouve qu'on est quand même assez agressif au niveau des quelques pumps, parce qu'il n'y en a pas beaucoup, hein, au niveau des altcoins qui rebondissent vraiment pour le coup, des quelques pumps des alts, parce que la plupart elles sont en train littéralement de corriger et continuer à chercher du pétrole. Et le peu des alts qui montent vraiment, je trouve que les mouvements sont quand même, on va dire, assez linéaires en termes de ligne droite et qu'on ne laisse pas forcément tout le monde rentrer dessus. Clairement. Et moi, ma vision sur les altes, après, peut-être que, je préviens à l'avance, peut-être qu'elle est un petit peu biaisée. Donc, ne prenez pas mon pessimisme au pied de la lettre. Mais moi, j'interprète ça comme étant des gros exits, en fait, tout simplement. Et en fait, il n'y a pas de mouvement tendanciel. C'est soit de la narrative court terme qui finit par s'estomper très, très, très Ouais. vite. On l'a vu avec l'IA, on l'a vu, enfin, on a eu plein d'exemples. Soit c'est des vieux exits de baleines qui sont totalement inexpliqués, inexplicables. Et un matin, tu te réveilles, tu as ton candle de 10-20% là. Et voilà, si tu prends pas ton exit, tant pis pour toi, tu vois. Donc, attention sur les altcoins. On parlait de levier tout à l'heure, mais pour moi, aller faire le massacrer sur les altcoins, c'est autant dangereux. Euh, les altcoins, selon moi, surtout en ce moment, sont à aborder avec énormément de mesures. Mais par contre, pour ceux qui ont les compétences, pour ceux qui savent déceler les bons projets et sélectionner leurs altcoins correctement, il y a potentiellement un gain supplémentaire à aller chercher face à du Bitcoin ou face à de l'Ether. Et ça, par contre, il y en a aussi, par exemple, plusieurs qui ont tiré leur épingle du jeu. Mais voilà, malheureusement, c'est pas la majorité. On n'est pas encore dans des périodes dans lesquelles c'est la majorité. Donc, les altcoins sont potentiellement intéressants en termes d'équilibre dans votre portefeuille, d'accord? Mais pas forcément all-in non plus, quoi. Ouais, tu vois, je parlais effectivement de certaines altcoins qui ont pump, et c'est vrai qu'il y en a certaines, tu vois, qui ont commencé. Là, on est quand même sur un x20, donc c'est pas négligeable. Mais c'est vrai que c'est vraiment une infime partie. Je sais pas, j'ai pas les quotas, mais c'est peut-être une altcoin sur 50, et encore, je pense que je suis gentil, qui repartent Ouais, vraiment à la hausse. Et le peu d'exceptions qui pump vraiment, elles font que monter, elles s'arrêtent pas trop de monter. Et je pense que ça va monter aussi, de pas forcément trop vouloir les arrêter de monter. Et là, le risque, bah, c'est de se dire, tant pis, je rentre. Et oui, déjà, j'ai déjà une divergence pour le coup en hebdomadaire là, qui est ici, on voit bien pour le coup là, qu'on a une grosse descente. Et ça ne m'étonnerait pas qu'en fait, bah, les jours où justement les gens acceptent de rentrer, bah, en fait, ça y est, on vient trap. Et puis, effectivement, comme disait Pablo, qu'effectivement, ce fameux exit. Donc, en gros, c'est qu'on vient inciter les gens à racheter et faire monter un petit peu le sentiment parce qu'en plus, on les frustre parce qu'il n'y a rien d'autre qui explose. Puis, au final, quand les gens rentrent sur exactement. les altcoins, en fait, c'est là justement qu'on décharge. Et en fait, les gens ont juste servi de ce qu'on appelle effectivement liquidité de sortie parce que justement, ils ont permis en fait de créer tout simplement, là, j'ai pas les volumes, mais de créer en fait du volume sur ces zones-là. Là, on a créé du volume, du volume, du volume. On a fait monter le sentiment, on a incité les gens à rentrer. Puisque les gens rentrent et qui créent justement ce volume, ça permet justement aux gros poissons, là maintenant qu'il y a plus de volume, de pouvoir sortir de leur position. Et au final, ils sont rachetés plus bas. Vu qu'ils ont. Parce que c'est pareil. Alors, faire des pump and dump, c'est très facile parce que le marché est encore très petit aussi. C'est-à-dire que là, si moi,
je suis un gros poisson et qu'en plus de ça, je me dis, je vous dis une bêtise, j'ai 100K de budget com pour balancer dans des influenceurs, créer de la hype sur Twitter, etc. En fait, je paye, et ça se fait beaucoup, et je l'ai vu beaucoup dernièrement d'ailleurs, parce qu'il y a eu beaucoup de petites crypto-monnaies, beaucoup de shitcoins, etc. dans ta gauche, où en fait, les mecs, ce qu'ils font, c'est qu'ils prennent une altcoin au hasard, un truc foireux, ils font un nom, etc., ou même carrément, ils font leur propre projet. Ils mettent de l'argent dedans au début. Par exemple, PP, c'est exactement le même principe. C'est les mecs qui font une altcoin, ils mettent de l'argent au début dans le bag. Au final, dans leur bag, je dis une bêtise, ils mettent peut-être 400K ici, ou même moitié 50-50 par exemple, et ils mettent 200K dans la com. Et au final, en fait, ils ont leur budget com qui sert à faire pumper le token. Et en fait, quand le truc commence à être assez hype, ils attendent d'avoir justement un minimum de volume. Et plus ils ont des volumes sur des grosses bougies, plus justement ils sortent progressivement. Et au final, avec leurs 400K, ils ont fait peut-être, je dis une bêtise, 10 millions. Et c'est grâce justement à ce budget com qu'ils ont fait gonfler artificiellement, alors qu'au final, il y a très peu de liquidité. Mais ils arrivent quand même à sortir et à prendre des profits et à être largement gagnants parce que justement, ils ont réussi, grâce à leur budget com, à faire de la hype et en fait à servir des gens comme justement la liquidité de sortie. Donc, prudence par rapport à tout ça. C'est quelque chose qui est pas forcément visible pour les débutants, mais quelque chose qui se fait énormément dans l'écosystème. Et on ne sait pas qui en profite à chaque fois, parce qu'on a l'avantage effectivement d'avoir un écosystème qui est aussi pseudonyme. Mais ça fait partie des dérives et de l'avantage aussi de l'écosystème crypto. Donc, c'est à prendre en compte. Et en vrai, on a exactement les mêmes mécanismes, plus ou moins à quelque chose près. C'est pas aussi, entre guillemets, jungle et naturel que sur la crypto, parce que c'est vraiment, entre guillemets, plus ouvert comme process. Mais on a globalement exactement les mêmes process sur la finance traditionnelle, pour être honnête. Totalement. Donc voilà, petit exemple effectivement d'explication sur les PP, les machins, etc. Vous l'avez vu, le marché il cherche de la défensive par rapport à tout ça. Donc ouais, attention. Et du coup, je rebondis sur le sujet initial que j'ai proposé, effectivement, qui était parler de désinformation. Par exemple, donc premier sujet que j'avais, c'était notamment le fameux DCA. Le fameux DCA, où vous avez plein de personnes qui vont vous dire que, attention, le DCA, c'est une stratégie qui n'est pas forcément très optimisée. On peut aller chercher plus de rendement en optimisant justement ses investissements, etc., en choisissant effectivement une tendance haussière et en attendant des vrais retournements du marché. Et ça, c'est la question qu'on avait beaucoup, effectivement, et le sujet qu'on avait beaucoup en bear market, où il y a beaucoup de personnes qui vous disaient, effectivement, attention, le DCA, c'est trop risqué parce qu'effectivement, si tu achètes, et en soi, je suis d'accord dans l'idée, mais si tu achètes en fait tous les mois, en fait, tu as juste acheté hyper haut et puis en fait, tu te fais juste niquer pendant tout le marché baissier. Donc, ça, je suis pour le coup totalement OK avec cette idée-là. Le truc, c'est que justement, ton décès, en fait, si tu n'es pas un singe, entre guillemets, tu peux te dire, OK, comment est-ce que je peux optimiser pour le coup mon DCA? C'est vraiment possible. Je vais regarder le chat 2 secondes. Ouais, il y en a, c'est Robin, je crois, il a dit qu'il était en train de DCA en ce moment. Voilà. En fait, ça dépend quand vous l'activez et comment vous l'optimisez. Encore une fois, il y a vraiment cette notion de proportion aussi. C'est pour ça qu'il y a vraiment de la désinformation. Parce qu'en fait, si vous vous retrouvez avec des personnes qui se disent, OK, moi, je fais de la communication, ça peut être des stratégies d'investisseurs comme des stratégies de traders, mais qui vont vous dire, moi, je cherche à optimiser un DCA et se dire, OK, je fais vraiment une stratégie très poussée. Mais si vous êtes extrêmement débutant en face et que vous vous calez sur cette stratégie qui est déjà plus poussée ou un petit peu plus optimisée, même si ça peut rester assez soft ou medium, si vous n'avez pas les compétences et un minimum de recul, d'expérience pour gérer correctement ce DCA, en fait, il suffit que ce soit une optimisation qui soit un petit peu trop poussée pour vous, comme par exemple racheter sur des supports intéressants, par exemple. Ce n'est pas très compliqué, mais encore une fois, si vous ne savez pas le gérer, en fait, vous pouvez faire n'importe quoi. Et au final, tu te dis, ah ben mince, j'ai peur, je ne rachète pas le support. Au final, là, tu reviens, ouais, on n'a pas vraiment, c'était sur les 20K, mais ce n'était pas forcément très marqué. Mais par exemple, le support des 25 000, tu dis, bah oui, effectivement, je vais racheter le support, etc. Mais parce que tu n'as pas le niveau, tu paniques, tu ne rachètes pas le support. Au final, le marché repart sans toi. Au final, tu dis, bah mince, j'ai loupé le train et au final, tu rachètes. Donc, ça peut vraiment vous perturber facilement. L'idée, c'est vraiment, en termes de proportion, c'est qu'à mon sens, si on débute, il faut accepter d'avoir, entre guillemets, des stratégies et des solutions qui sont adaptées à votre niveau de compétence. Ça, c'est ultra primordial. Et on voit plein de personnes qui, effectivement, vont donner tout un tas de conseils, mais qui ne correspondent pas forcément au niveau qui est en face. Et ça, c'est à vous de faire le travail. Malheureusement, les gens vont tout le temps être ultra binaires, vont tout le temps, effectivement, malheureusement, prendre tout ce qu'on dit pour argent comptant. Mais sachez que c'est comme le trading. Petit parallèle, encore une fois, on parle purement investissement, là, en tout cas, c'est le but un petit peu du live, mais un trader a une stratégie. Et là, Pablo peut vraiment vous le dire. C'est vraiment, tu as une stratégie, un trader. Et ça, c'est unique. Et chaque trader apprend à se faire sa propre stratégie.
Ben, pour l'investissement, je sais que ce n'est pas commun parce qu'on vous vend les fameuses méthodes en bourse, des intérêts composés où tout le monde fait pareil. Mais pour moi, ça, c'est totalement bullshit. C'est juste, encore une fois, quelque chose qui, globalement, reste globalement, effectivement vrai, mais spécifiquement faux. Et vous devez vraiment apprendre à vous personnaliser des stratégies, même si elles sont très simples, mais comprenez vraiment ce que vous faites. Et d'autant plus sur le marché crypto qui offre d'autant plus de possibilités de stratégies, de possibilités de rendement que le marché boursier, par exemple. Ça, c'est sûr et certain. Et pour rebondir sur ce que tu disais, que ce soit vis-à-vis du trading ou de l'investissement, on aura tous une approche et on aura tous notre subtilité qui fait de nous un investisseur différent des autres. Et c'est ça qu'il faut apprendre à identifier, c'est ça qu'il faut prendre en compte, puisque si tu veux faire un vieux truc aseptisé en croyant que bah, ça va marcher, malheureusement, tu risques d'être déçu. Hmm. Parce que par exemple, je vous dis un exemple, mais 30 000, on sait très bien qu'on avait une grosse zone là. Ici, il n'y a pas besoin de le. On le sait tous, on avait des gros rebonds qui sont ici. Même si vous ne comprenez pas forcément de l'analyse technique, c'est pas très grave. Pour que vous avez juste besoin d'essayer de comprendre et d'intégrer ce qu'on dit tout simplement à l'oral. On sait très bien qu'on avait une très grosse zone ici et qu'elle est d'ailleurs compliquée toujours à franchir parce qu'on est toujours bloqué dessous et c'est vraiment une très grosse zone. Bah, la personne qui se dit, moi je commence mon décès à partir des 30 000 dollars, en fait, c'était une très bonne zone. Et est-ce que on pourrait dire, oui, mais 30 000 dollars, c'est la zone haute, en toi, oh là, là, terrible, etc. T'as racheté haut, etc. Ouais, mais t'as commencé à racheter sur un point bas. Et la personne, je suis désolé, mais même qui a commencé à faire un DCA régulier à partir des 30 000 dollars, bah, en fait, il a acheté, on est en train d'acheter une dernière sur une zone d'accumulation. Et oui, cette zone d'accumulation, elle peut durer longtemps. Mais ce que je veux dire, c'est qu'une fois qu'on est parti, là, pour le coup, en marché baissier, la personne qui a accumulé pendant toute cette période-là, entre 13 000 dollars et entre 3 000 dollars avant 2021, bah, il est bien content d'avoir accumulé pendant toute cette période-là. Donc ça, c'est pareil, il faut le prendre en compte. On a toujours cette notion de cyclicité, elle ne disparaît pas. Hein. BLX, vous l'avez pour le coup. Liberty Start, hein, s'il y a un besoin qui ne comprenne pas forcément les cycles du Bitcoin. Pareil, vous avez énormément de bases, beaucoup d'informations. Je vous mettrai le lien directement également en bio. Mais pour le coup, vous avez tout ce qu'il faut. Donc là, effectivement, à mon sens, accumuler et faire un DCA actuellement sur la période, c'est vraiment les périodes idéales. Donc bien évidemment, si vous voulez optimiser, éviter d'acheter les tops des points hauts, etc. Mais encore une fois, ça peut être un mauvais conseil. C'est-à-dire que le conseil de se dire, OK, il y a Larry Fink, il y a tous les ETF qui sortent, etc. Et on l'a vu, ils sont sortis juste ici. Nous, on l'a vu, on a racheté sur les points bas là, ici en local. Moi, j'ai commencé tout doucement, pour être honnête, à reprendre, mais vraiment dérisoire juste ici, histoire de me dire si on a un rebond. Pareil, j'ai rechargé un tout petit peu, mais je suis vraiment en mode patience. Mais ce que je veux dire, c'est que là, quand on a tous les ETF, etc., et encore une fois, que Bitcoin, parce qu'on a jamais compris les rapports au risque, par exemple, du marché. Ça, c'est mon point de vue personnel là, mais j'ai quasiment rien fait encore. C'est juste pour vous dire. Mais le fait de se dire, ne pas racheter ici, c'est, par exemple, acheter ici, c'est une erreur parce qu'il y a tous les fonds d'investissement, il y a tous les ETF qui sont sortis dernièrement, donc forcément, ça a corrigé, etc. Ouais, peut-être. Mais si tu as un investisseur vraiment long terme, entre mon père de famille, bah, et que tu as un investissement, par exemple, tous les mois, et que ton investissement tous les mois, il tombe ici, est-ce que c'est pas une erreur de te dire, je vais changer de stratégie parce qu'il y a du bruit? Et ça, c'est quelque chose qu'on ne vous dira pas. Il y a des personnes qui vont dire, ouais, mais t'inquiète, moi, je suis analyste sur le marché, et parce que j'analyse, moi, je suis sur une zone haute en local, et puis là, c'est un point qui est vraiment très haut, et c'est pas très intéressant en termes de stratégie, donc surtout, il ne faut pas le faire. Ben, moi, je vous dis faux, parce qu'il y a des profils qui vont être, on va dire, pas assez entre guillemets, approfondis pour comprendre ça, et que décaler leur DCA, ça va être une erreur, parce que eux, ils vont le stopper ici. Du coup, quand ça va continuer à descendre, il va en général soit y avoir des tendances, soit on ne sait pas trop, soit y avoir des bad news qui vont faire hésiter les gens. Au final, les gens, ils vont pas racheter. Qu'est-ce qui va se passer? Entre temps, le marché va remonter. Et au final, la personne qui a coupé son DCA parce qu'il a écouté le bruit, entre guillemets, l'analyste qui lui savait ce qu'il faisait derrière son écran et qui a juste suivi, encore une fois, de manière binaire, ce que la personne plus qualifiée lui disait en face, bah, au final, il se retrouve et il se réveille un peu plus tard et puis il se retrouve avec un Bitcoin qui est à 40 000 dollars et puis il n'a toujours pas réactivé son DCA parce qu'il était dans le doute et qu'il a écouté, entre guillemets, la personne qui était investisseur et qui a conseillé de dire attention, à 30 000 en local, c'est une zone qui est un peu trop haute et un peu trop risquée. Exactement. Et du coup, il va faire quoi? Il va se retrouver avec plein d'argent à investir. Il va Il va attendre. voir que c'est trop tard pour rentrer dans BTC. Du coup, soit il va attendre potentiellement indéfiniment, soit il va essayer d'aller se venger sur les altcoins pour rattraper la rentabilité qu'il n'a pas fait. Du coup, il va acheter de la merde, il va se faire défoncer, et voilà. C'est Non, je ça. rigole, je vous simplifie la chose. Mais en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que vous devez, même si c'est très simple dans la stratégie, hein, euh,
de déterminer des zones en fait dans lesquelles vous allez opérer et de pondérer aussi vos opérations. Ça veut dire que acheter du BTC à 29 000, si c'est pour faire un all-in, euh, flemme de faire du pile ou face. Par contre, en rentrer un petit peu dans la temporalité, je suis sûr et certain, quels que soient les états de compte de chacun, que c'est une connerie pour personne. Maintenant, euh, encore une fois, enfin je le répète, dans quelle proportion est-ce que ça va être fait? Puisque c'est toujours ça l'histoire. Les gens veulent essayer d'avoir raison et non pas de bâtir quelque chose de solide. Et ce serait dommage si on venait à aller plus bas, éventuellement, de sécher toutes ces liquidités à 29 000 dollars, cas échéant. Par contre, euh, c'est dommage de pas du tout être dans le train, comme le disait Antoine, si jamais on file à 40 000 dollars. Et c'est pour ça que c'est intéressant, surtout pour les personnes qui ont beaucoup à rentrer et qui sont pas du tout all-in, bah justement, d'entrer justement dans la temporalité. Et si jamais ça part, bah tu seras entré un petit peu, fois souvent, puisque tu vas acheter de manière plus récurrente, tu vois. Mais je pense que c'est une connerie, comme le disait Antoine, de couper totalement son DCA, que ce soit pour une raison X ou Y. Euh, le réduire, l'atténuer, pourquoi pas, euh, mais en aucun cas le couper. Hmm. Après, bien évidemment, on ne fait pas de conseils d'investissement, c'est juste nos avis personnels qu'on partage. Mais ouais, là, pour le coup, je dessinais du coup la zone là, donc je le ressouligne parce qu'on l'avait déjà ressouligné et on avait appuyé je ne sais combien de fois quand on avait déjà allé chercher. Je sais que très peu ont dû les racheter en termes de particuliers. Mais pour le coup, bah, nous, c'était positionné, c'était assez logique parce que. Et je me rappelle, là, vous voyez, on avait une zone qui était extrêmement importante, les 25 000, on l'avait répété je ne sais combien de fois, etc. Et les gens étaient là à douter, etc. Et quand on est venu les chercher, ah ouais, mais vous comprenez, en fait, les 25 200, oui, en fait, c'est une zone qui est techniquement qui est très intéressante, mais bon, quand même, on ne sait pas trop, attention au risque, etc. Et je veux dire, on a le plus gros signal haussier. Et ça, on l'a répété je ne sais combien de fois. Et il y a plein de moyennes. Il y a les micro-stratégies qui nous créent des moyennes de rachat vers les 30 000 dollars et ce n'est pas les seuls à avoir racheté. J'en ai parlé X fois sur les vidéos YouTube précédemment, etc. On a un énorme signal d'épaule tête épaule qui s'est marqué ici, qui s'est validé, qui s'est cassé. Au final, on vient, pareil, pour ceux qui connaissent un petit peu les bases du chartisme, on vient pour le coup faire une énorme tas séance qui est ultra valide, qui est ultra belle. Donc oui, potentiellement que là, pour le coup, quand je viens valider ça et qu'en plus j'ai les big news et qu'en plus j'ai un signal technique extrêmement fort, bah, ça me fait penser un petit peu à ce gros W qu'on avait là. Oui, certes, mais encore une fois, quand je vois le sentiment de marché aussi actuellement, est-ce qu'il ne suffirait pas d'appuyer un petit peu, de faire flipper un peu tout le monde pour se dire on retourne aux 25 000 ou aux 20 000 dollars et puis après repartir sans eux aussi. Donc là, d'un point de vue technique, oui, peut-être que c'était un petit peu voulu téléguider, etc. à court terme, mais même si, entre guillemets, on essaie de piéger un petit peu sur court terme, même si c'est le cas et que un petit peu téléguidé avec les ETF, etc., et avec toutes les super news, etc., magiques, parce qu'on voit des Larry Fink qui font les louanges du Bitcoin et compagnie, on pourrait vraiment se poser des questions, mais ça n'empêche pas qu'on a des signaux techniques extrêmement, extrêmement forts sur les 25 002. Et pareil, là, on vient chercher des targets et des figures du coup chartistes, donc avec les bougies, etc., qui viennent pour le coup marquer des signaux extrêmement bullish, donc extrêmement haussiers, également juste cette zone des 30 000. Donc, de par les moyennes d'achat des grosses institutions, etc., moi, 25 000, tout ce qui est en dessous, mais pour moi, on peut se permettre de bourrin, sans faire bien évidemment de conseil d'investissement encore, mais ça va être la zone où on peut se permettre de bourrin les yeux fermés, à mon sens, sans bien évidemment claquer de gros all-in, donc de tout investir d'un seul coup. Mais à mon sens, c'est assez évident par rapport à tout ça, quoi. Ouais, je suis totalement d'accord. Moi, personnellement, au niveau de mon billet, les 25 000 dollars, c'est la zone à partir, si on repasse en dessous, à partir de laquelle je recommence à sortir la matraque et à taper plus fort. Mais pour en revenir à mes propos précédents, voilà, moi, tant qu'on reste autour de 29 000 dollars, etc., je vais continuer à entrer dans la temporalité, mais pas forcément faire de all-in. Et si on va à 25, ben, je vais pas faire d'all-in non plus. Et si on va en dessous, je vais pas faire d'all-in non plus. Et de toute manière, quelles que soient les situations, le all-in n'est jamais la bonne solution. Ça, c'est sûr et certain. Et j'ajouterais que un BTC à 30 000 actuellement, étant donné les conditions, on peut se permettre de penser ou d'escompter que c'est
pas spécialement cher étant donné le niveau de rareté, le niveau de la supply, le niveau d'intérêt de la part des gros poissons, etc. Et si on regarde aussi en termes de graphique par rapport au précédent cycle, si on fait un copier-coller, on pourrait estimer qu'on se situe par rapport au précédent cycle autour des 10 000 $ en 2019. D'accord? La personne qui était placée dans cette zone-là au précédent cycle, vous inquiétez pas, ça va, ça s'est bien passé pour elle. D'accord? Moi, j'en faisais partie de ces personnes-là en 2019 qui étaient placées à 10 000 $. Donc, on était à mi-chemin entre l'ATH de 2017 et le zéro. Donc, pour vous faire un ordre d'idée actuel, ça donnerait 35 000 actuellement sur un ATH à 70K. Euh, Ça voudrait dire que la personne qui aujourd'hui se placerait à 35 000 serait mal placée. J'ai un petit peu de mal à y croire. Maintenant, est-ce que on va avoir un cycle haussier aussi rentable que le précédent? Peut-être pas, et les statistiques vont pas en notre faveur non plus. Maintenant, est-ce que dans les cycles haussiers précédents, il y avait des ETF de BlackRock, tu vois? Donc, enfin, il y a aussi Moi, je, énormément hmm. de possibilités qui s'ouvrent à nous à ce niveau-là, tu vois. Moi, je pense qu'en vrai, par rapport à ça, de toute façon, quand on n'a pas eu une hyper adoption institutionnelle, en fait, les instituts sont tellement bloqués par rapport à la notion de volatilité qu'on expliquait tout à l'heure qu'on peut vraiment avoir une marge. Et d'ailleurs, on me posait la question, d'ailleurs, toutes les targets que je disais, on parlait des informations, c'est le sujet, toutes les personnes qui vont diront, oui, alors là, le Bitcoin, au prochain cycle, c'est sûr qu'on va à la target de 125 000 $, 47 $, ou ce que vous voulez, 200 000, 50, c'est n'importe quoi. En fait, à partir du moment où, si vous voulez, la seule target qu'on peut estimer, et il y en a. Alors, on peut utiliser des Fibonacci, des targets, ce que vous voulez, etc., mais ça reste purement théorique. Et en vrai, à partir du moment où, si vous voulez, on a dépassé. Oh, putain, décidément, je m'embrouille avec mes outils. On a dépassé cette zone d'ATH qui est au niveau de 70 000. Bah, en fait, à partir du moment où vous passez du coup cette zone-là, on est purement à l'aveugle. Donc oui, on peut se baser sur des théories, etc., et des Fibonacci ou des zones psychologiques, des 100 000 $, etc., parce que c'est effectivement des grosses zones psychologiques. Mais en vrai, on est purement à l'aveugle. Donc si on a une coalition institutionnelle qui décide de bloquer le Bitcoin et de s'arrêter à 80 000, on s'arrêtera à 80 000. Et si on décide de monter jusqu'aux 300 000 parce qu'ils ont décidé de faire monter le cours et continuer à faire rentrer leurs collègues, bah, ils feront rentrer leurs collègues indéfiniment tant que la coalition, entre guillemets, des gros poissons du marché, elle tient. Donc, pour moi, même prochain cycle, 300 000, ça me paraît beaucoup trop. Mais ce que je veux dire, c'est qu'une personne qui vous fixe target en mode, tiens, telle crypto-monnaie, Bitcoin va à tel tarif, à tel target au prochain cycle, ça n'a absolument aucun sens, n'a aucun fondement. Donc, l'idée, c'est le plus simple, c'est d'apprendre les choses au fur et à mesure et de s'adapter au fur et à mesure avec le marché directement. Et d'ailleurs, ça me faisait penser également au niveau des rachats. Merci, monsieur Robin. Et clairement, après la TH, pour moi, c'est assez évident qu'on aille le rechercher tôt ou tard et avant même le prochain cycle. Comme on l'a eu là, hein, pour le coup, la TH, on l'a vu. Vous l'avez vu là, au niveau des 20 000, on l'a littéralement pulvérisé. Hein. On l'a littéralement pulvérisé, éclaté, puis on a allé beaucoup plus haut. Et ce qui en fait que justement, plein de personnes, en fait, pareil, parce que je me rappelle au niveau du cycle là, j'étais très bien impliqué dans le marché. Et on a plein de personnes qui ont vendu leur bac parce que ça allait trop vite pour eux. Et au final, bah, ils ont fini par rentrer plus haut. Mais du coup, pour les personnes qui se disent, ah ouais, mais du coup, c'est bien Antoine, Pablo, etc., ce qu'on nous expliquait. Mais du coup, moi, je vais racheter des altcoins. Parce que là, moi, je vais raccumuler du Solana, je vais raccumuler du Atom, je vais raccumuler du Matic, ce que vous voulez, etc. Et je vais raccumuler des altcoins. Parce que là, je me dis, OK, safe, on est bien bas, etc. C'est intéressant. Je vais accumuler, bah, non pas du Bitcoin, mais des altcoins. Bah, encore une fois, est-ce que vous écoutez ce qu'on vous a dit avant? Parce que je sais que dans ces genres de moves, les gens se disent, OK, c'est des bonnes périodes pour accumuler. Bah, du coup, je vais accumuler mes altcoins préférés. Ben oui, mais le marché, il n'accumule pas des altcoins, lui. Actuellement, le marché, on l'a vu, on l'a expliqué en travers, avec la dominance notamment, le marché, il accumule BTC en ce moment. Donc, peut-être qu'en termes de volatilité, proportion, il y aura moins on va dire ouais, de bénéfices en termes de proportion à aller chercher par rapport au top du marché au prochain bull run sur les actifs qui sont déjà présents. Donc, je peux comprendre la volonté de ne pas forcément vouloir prendre Bitcoin, par exemple, mais justement, si vous voulez être si gourmand et de se dire, OK, ben moi je suis un peu gourmand et j'achète les projets que je crois pour acheter plus de rendement que Bitcoin, bah justement, le step de rendement entre guillemets idéal, c'est d'apprendre justement à switcher entre guillemets des actifs et gérer vos pondérations en fonction du mood du marché. Si le marché est très défensif, ben, je l'ajoute défensif parce que de toute façon, le marché va mettre son argent là où c'est défensif. Donc, en l'occurrence, Bitcoin, c'est exactement ce que le marché est en train de faire. Et le jour où ça devient plus agressif, eh bien, je pourrais rechanger et anticiper mes pondérations par rapport justement à des positions plus agressives. Mais là, vous le voyez, on est en train d'expliquer depuis tout à l'heure, le marché la joue défensive et je sais qu'il y a plein de personnes qui vont racheter des altcoins, alors qu'encore une fois, la dynamique, elle est défensive. Donc pourquoi
je vais m'amuser dans un marché qui va être indécis et qui va faire une machine à laver, on ne sait pas exactement sur combien et sur quel niveau, en fait, pendant cette machine à laver, vos altcoins, elles vont continuer potentiellement de perdre de la force encore, et ça fait encore une fois des mois et des mois astronomiques qu'on l'explique, mais les gens s'évertuent encore une fois à racheter des altcoins. Tant qu'on n'est pas en position, à mon sens, offensive par rapport au marché, là, le marché cherche de la défense. Oui, il s'expose et oui, le marché il monte parce que jusqu'à présent, on a bien une tendance haussière, hein, c'est clairement visible. Jusqu'à preuve du contraire, mais ça m'étonnerait clairement qu'on aille sous les 15 000. Le marché est reparti en tendance haussière. Mais pour autant, il cherche à la défense. Donc, racheter des altcoins, c'est de se dire, OK, je rachète du Polkadot. Ce fonds Polkadot, par exemple, c'est un exemple comme un autre, hein. Mais mon Polkadot, en fait, il fait que descendre ad vitam. Et si je le compare à Bitcoin, c'est encore pire. C'est-à-dire que là, on est quasiment effectivement sur quelque chose qui est à peu près horizontal. Mais encore, c'est encore discutable. Mais si je compare à Bitcoin, en fait, c'est encore pire. Et là, j'ai vraiment un truc qui fait que descendre face à Bitcoin. Je l'ai là en plus. Et c'est le fameux vice de je rachète des altcoins et j'accumule des altcoins. J'accumule des altcoins ad vitam. Vous voyez la comparaison? Oui, trop bien, mon Polkadot, c'est bon, et là, il est en train d'accumuler, etc. À peu près, approximativement, jusqu'à ce qu'il fasse un nouveau point plus bas. Et à mon sens, on s'y dirige aussi. Mais la question, c'est encore une fois, est-ce que si je me repasse sur le marché, oui, j'accumule, mais en fait, est-ce que ça vaut le coup d'accumuler mon Polkadot où je me dis, oui, il est en phase de range, parce qu'en fait, je me fais décalquer par rapport à Bitcoin, encore une fois. Donc, c'est OK de prendre des alts, après, faites ce que vous voulez, mais c'est juste, encore une fois, comprendre ses proportions par rapport à Bitcoin, à mon sens, qui sont extrêmement intéressantes et importantes. Totalement. Je finis du coup là-dessus. Je sais pas si tu as des trucs importants à rajouter, Mister Pablo. Pour rebondir sur les altcoins, puisque c'était ça le sujet, il suffit de regarder sur les précédents cycles, hein. On peut essayer de se cantonner à la phrase This time is different, mais la majorité des altcoins ne récupèrent pas leurs ATH d'un cycle à l'autre. Donc, il y Hmm. en a qui récupèrent leurs ATH. Donc, et il y en aura au prochain cycle qui récupéreront leurs ATH. Mais attention, attention. Ça ne veut pas dire que tu peux pas faire de rendement sur les alts. Ça ne veut pas dire que tu peux pas aller chercher des bonnes rentas sur les alts. Ça ne veut pas dire que tu peux aller chercher de la bonne valo sur les alts. Mais est-ce que vraiment déjà tu vas récupérer ton ATH et est-ce que vraiment tu vas ultra performer BTC à tel point que c'est worth d'aller se déverser en toi. Donc attention, attention, attention aux altcoins comme on l'a dit plusieurs fois dans le live. Hmm. Après, voilà, il y a des exceptions. On a montré, j'ai montré avec Pendle qui a fait un bruit pas possible d'ailleurs, dans tout l'écosystème qui était à x20 sur ces derniers mois. Donc, il y a des exceptions. Par contre, justement, comment faire, encore une fois, pour aller chercher les bonnes informations et aller chercher justement ces altcoins qui sont des exceptions, justement, il va falloir être 10 fois, 20 fois plus exigeant que dans le reste du marché que vous avez connu. Et donc, pour ça, encore une fois, être ultra sélectif. C'est-à-dire qu'au lieu de prendre, par exemple, 5 opportunités, ou même 10 opportunités, ou voire 20 opportunités, vous en prenez qu'une seule. Et parce que justement, vous avez fait votre taf et que vous avez vraiment approfondi et que vous avez une note de base de compétences. Si vous n'avez pas de compétences et que vous dites j'achète des altcoins au petit bonheur la chance, c'est très bien, mais c'est un peu comme faire du casino et espérer qu'on croise les doigts. Et encore une fois, là, le but du marché, c'est pas purement des stats, là, c'est carrément de piéger les gens. Contrairement où justement, entre guillemets, si je prends la base du casino, c'est purement entre guillemets random au niveau des stats, c'est-à-dire qu'on a vraiment une notion d'aléatoire. Sauf que là, vous avez des joueurs qui sont entre guillemets contre vous et qui font exprès de faire des mouvements sur le marché pour vous piéger volontairement. Donc ça, c'est vraiment pas négligé. C'est-à-dire qu'à la différence du casino, on n'est pas sur un système purement aléatoire. On a vraiment des joueurs en face de vous qui sont des gros poissons, qui ont beaucoup de connaissances et qui vous essayent aussi de vous piéger. Pourquoi? Parce que ça leur permet, eux, d'avoir plus de place, effectivement, quand le marché remontera. Ça, c'est vraiment pas négligé. C'est-à-dire que oui, le marché crypto rapportera énormément, il rapporte énormément. Et d'ailleurs, vous voyez, je suis désolé, mais personne qui crache sur un Bitcoin qui a déjà fait x2 en quelques mois, dans quel genre de marché vous avez déjà un x2 aussi simplement avec entre guillemets un simple DCA assez safe, etc. Alors qu'on a le réseau qui fait partie des réseaux le plus safe au monde, plus que YouTube, plus que Gold, ce que vous voulez aujourd'hui. Donc, à mon sens, ça ne va pas négliger et pas cracher dessus, mine de rien, sur les rendements de Bitcoin, même quand on est dans la période de défense comme ça, parce que mine de rien, 1x2, c'est pas négligeable. Clairement. J'ai Même fini pour la sur un petit. personne qui... Ouais, Ah, vas-y, vas-y, vas-y. vas-y, vas-y. Non, et puis même pour la personne qui va pas pécho le x2 intégralement, il y avait, enfin,
Depuis le début de l'année, ça se passe très, très, très bien pour les personnes qui ont commencé leur DCA là depuis le début de l'année. Franchement, luxe, hein. Sur le long terme, vous comprendrez. Ouais, ouais. Il y a une période pour acheter des altcoins et si vous pouvez en acheter, il y a des opportunités. Et nous, vous le dites, on est régulièrement en veille sur le marché, etc. parce qu'on aime bien choper les opportunités. Je reprends l'exemple de celui la dernière fois, mais c'est pareil. Il suffit d'une opportunité comme celui pour vous changer, entre guillemets, votre marché baissier ou votre phase d'accumulation. Donc, c'est sûr que ça vaut le coup de faire un petit peu de veille. Et ça vaut le tout, à mon sens, de se tuer à ce moment pour échapper les deux, trois opportunités qui vont traîner à droite à gauche. Je ne suis pas convaincu, mais être régulier, pour le coup, c'est vraiment la base. C'est ce qui va faire la différence. Les gens ne seront pas réguliers actuellement sur le marché. Donc, garder le rythme et c'est ce qui paiera. De toute façon, c'est toujours pareil. Petit point, du coup, fini là-dessus sur la partie un petit peu down-chain, un peu approfondie. Donc là, vous avez du coup, pour le coup, en bleu, les drawdowns réalisés. Donc, c'est les pertes qui étaient latentes, entre guillemets, qui ont été directement confirmées, donc qui ont été vendues directement sur le marché. Et donc, vous le voyez, l'accroissement, donc plus la partie bleue est grosse, c'est-à-dire que plus il y a des personnes qui ont validé directement des pertes. Et donc là, vous voyez qu'à chaque fois, les gros cycles, vous voyez que c'est ultra cyclique. Là, on a pour le coup, je ne dis pas de bêtises, 2013, 2013, 2015 et 2000. Ah oui, j'ai les dates ici. Ouais, bah oui, je l'ai fait de tête, mais c'est bon. J'ai les dates juste en dessous, je n'ai pas vu. Donc, vous avez eu les cycles de 2012, 2016 et 2019. Et vous le voyez, c'est extrêmement significatif. On a vraiment une grosse période, on a une grosse validation des pertes. Et une fois qu'on vient résorber, là, vous voyez, c'est ultra représentatif. Et vous voyez, pareil, crash Covid, on revient faire le même pattern. Donc là, à partir du moment où on commence vraiment à redescendre, est-ce qu'elle est vraiment finie et est-ce qu'on a vraiment clôturé entre guillemets ce point plus bas? Et vous voyez, à chaque fois, c'est extrêmement significatif. On a bien le pump, enfin le plus gros de la validation des pertes qui est bien fait quasiment sur le bottom, donc le point plus bas du marché. Là, c'est quasiment significatif. Là, il est juste ici, il est décalé en 2015 par rapport à 2016, mais vous voyez, c'est quasiment ultra significatif. Donc, en noir, le prix de Bitcoin. Et ils ont également comparé les temporalités, là, beaucoup en termes d'évolution. Et pour le coup, là, on s'en rapproche très prochainement en termes de comparaison. Ils ont fait une moyenne, bon, 188 jours. Mais vous voyez bien que là, pour le coup, si encore une fois, on devait considérer un point plus bas, là, encore une fois, on a une attaque qui nous le valide plus que de manière pertinente. Profit donc perte et gain réalisé, du coup c'est net réalisé directement. Donc là, vous avez bien les gains en fait. Donc en vert, c'est quand c'est vendu que les gens réalisent leurs gains, c'est-à-dire qu'ils partent avec leur argent. Et en rouge, quand ils vendent leurs pertes. Donc ils ont des pertes sur le marché. Par exemple, ils ont acheté à 50 000 et ils vendent par exemple à 30 000. Et bien donc là, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de personnes qui ont vendu à ce moment-là et donc qui valident justement leurs pertes. Pareil, vous avez mouvement. Et là, vous le voyez que quoi on est sur un mouvement clairement d'indécision. Donc, est-ce qu'effectivement, on peut potentiellement s'attendre à avoir un petit retracement de plus à court terme? Bah oui, potentiellement. Après, on a clairement l'indécision. Donc, pour l'instant, c'est un petit peu RS. Et ça souligne un petit peu l'indicateur qui est les Bollinger Bands. Je ne sais plus, je sais pas comment ça se dit exactement. Mais les Bollinger Bands, là, où effectivement, une certaine compression par rapport au marché. Sauf qu'on voit également ce qui se passait, pour le coup, mine de rien, ces zones avant la relance, pour le coup, sur le marché 2021. On voit vraiment des zones qui sont extrêmement significatives. Malheureusement, je n'ai pas tout l'historique, mais je suis prêt à parier que les zones qu'on avait précédemment, elles étaient également beaucoup plus grosses. Et que pour le coup, des zones d'accumulation sont assez, mine de rien, dérisoires par rapport à ce qui arrive après en reste de cycle. Donc, moi, le fait qu'on soit assez calme là, pour le coup, ça ne me dérange pas spécialement. C'est un petit peu plus un signal de RS et qu'effectivement, pour le coup, on a un petit peu une période, et c'est marqué ici, similaire de 2019 à, pour le coup, 2020. Une période d'accumulation qui se correspond également par rapport à ces phases-là. Donc, est-ce qu'on, encore une fois, on aurait voulu acheter du Bitcoin pendant cette période-là, acheter vers les 10 000 dollars quand on sait que par la suite, il est monté jusqu'à 70 000, ça fait un x7 en seulement un an et demi. Est-ce que c'est intéressant? À mon sens, par rapport au risque, la réponse est vite répondue. Et je finis du coup par l'accumulation sur également les grosses baleines. Oula, mon PC il a un petit peu de mal, hein. Effectivement, donc par rapport à ça, donc, on a un petit peu de data sur l'accumulation des baleines. Donc vous avez les tailles de portefeuille pour le coup qui sont représentés ici. Donc là, on a plus de 10 000 bitcoins, on a de 1000 à 10 000 bitcoins. Donc là, on voit dans les phases bleues qu'on a une grosse accumulation. Les phases rouges, on décharge, donc ils vont vendre directement sur le marché. On a la comparaison, vous l'avez juste en dessous, le prix de Bitcoin. Et donc là, on a bien des portefeuilles compris entre donc 1000 BTC et 10 000 BTC, eux qui sont en grosse accumulation. Donc là, vous voyez, c'est un petit peu indécision. Pourquoi? Parce qu'on a malheureusement les portefeuilles qui, eux, sont vraiment des gros wallets, pour le coup, qui décharge. Mais ça veut dire quoi? Comment on pourrait l'analyser, par exemple? Bah, est-ce que
Si justement, on a entre guillemets là quand même des gros poissons qui font partie effectivement des fameuses whales, donc les fameuses entre guillemets smart money, parce que la smart money, ce qu'on appelle la monnaie intelligente, donc qui vont prendre les bons moves sur le marché, ne sont pas forcément toujours les mêmes que les gros poissons. C'est vraiment, une baleine peut se faire piéger sur le marché et ne pas être de la monnaie intelligente. Ok, ça, c'est vraiment à prendre en compte. Par contre, comment on pourrait l'interpréter? Bah, là, on a vraiment effectivement pour le coup des particuliers qui, eux, n'accumulent pas. On le voit, ils sont ici, ils sont plutôt en phase de décision, je ne sais pas trop, j'attends, etc. Et en général, les phases de décision, c'est des phases justement qui sont favorables pour une continuation haussière. Donc, comment on pourrait interpréter? Bah, tout simplement, on a une accumulation des gros poissons, mais effectivement, si par exemple, on a un compromis où on se dit que on se prépare à un crash de la macroéconomie et que j'aimerais bien récupérer des liquidités pour me protéger effectivement du gros crash parce que j'ai plein d'actifs dans différents marchés, bah, ça peut être smart si j'ai un énorme portefeuille de me décharger un petit peu pour couvrir mon risque. Comme ça, si j'ai d'autres actifs sur le SP500 ou autres qui arrivent, bah, au final, directement, racheter d'autres actifs parce que j'ai anticipé que j'ai vendu du Bitcoin en amont. C'est une théorie. Je ne dis pas que c'est exactement ce qui est en train de se passer. Moi, ça me fait sens de me dire les plus gros portefeuilles, ils déchargent pour se protéger et on va dire lisser un petit peu leurs risques, pendant que d'autres portefeuilles qui sont entre guillemets potentiellement, et je dis bien potentiellement, la smart money, eux continuent d'accumuler comme des gros chacals parce qu'ils savent que potentiellement, justement, on est quand même dans des bonnes zones d'accumulation. C'est à prendre en compte. Vous avez les données, mais moi, ce n'est pas une théorie que je mets totalement de côté. Donc, est-ce que quand je compare effectivement, pour le coup, avec les gains et les pertes réalisées, je vois que je suis encore un petit peu haut, etc. Donc, je ne vais pas faire le gros bourrin forcément sur cette zone-là parce qu'effectivement, en tout cas, si je prends purement et uniquement l'on-chain, parce que vous le savez, au niveau de mes process, je ne prends pas que l'on-chain en prise de compte. Mais là, si je prends purement l'on-chain, bah, effectivement, je me dis, je peux être encore un peu patient parce qu'effectivement, je n'ai pas forcément de gros excès. Donc, qui a raison, entre guillemets, entre les très gros portefeuilles, entre ceux potentiellement qui veulent juste se couvrir ou effectivement les 1K à 10K qui sont en train de réaccumuler, bah, je reste sceptique, mais j'apprends à écouter. Donc, les pour, les contre, effectivement, bah, je me dis que potentiellement, bah, s'il y a un move qui est intéressant en termes de retracement, je ne vais peut-être pas être trop gourmand du coup, parce que je vois également cette accumulation et que je comprends pourquoi effectivement des plus gros portefeuilles auraient le besoin, pour le coup, de pouvoir effectivement se couvrir et délester un petit peu de Bitcoin. Parce que justement, encore une fois, on cherche du rapport à la sécurité et non pas de l'exposition au risque. Je suis sur un live. Un Sur un live. petit élément à rajouter, Monsieur Pablo? Alors, au niveau des baleines, moi, pour le coup, j'étais totalement en train de boire ce que tu disais, parce que bah, j'ai trouvé l'analyse assez cool pour le coup. Donc, merci à toi, Antoine. Mais non, là, pour le coup, j'ai Plaisir. rien à rajouter. J'étais spectateur comme les viewers. Hmm, Il y en a un qui a activé son micro là, on l'entend il y a de double du l'écho. coup. Mais écoute, ouais, je pense qu'on va pouvoir se finir là-dessus. Je sais même pas, c'est où le. Ah, mais il est plus là. Ok. De toute façon, la prochaine fois, on teasera davantage. De toute façon, la prochaine fois, je pense que ce sera sur YouTube, donc ce sera aussi plus simple. Au niveau des commentaires, au niveau de l'interaction aussi. Mais je pense qu'on a fait pour le coup le tour. Par rapport aux altcoins, à mon sens, le débat, effectivement, est à pas négliger. Donc, oui, ça peut être intéressant de prendre des opportunités. Et là, pour le coup, bah, en termes de désinformation, privilégier la voie principale. On l'a dit, on l'a répété. N'hésitez pas, il y aura la rediff pour ceux que ça intéresse à voir pour le coup la rediff. On la mettra directement sur YouTube. Pour le prochain live, on se retrouve du coup dans 15 jours, le mardi. Donc, je vous tiendrai au courant également, que ce soit sur les réseaux ou autres, ou sur le Telegram. Vous avez le lien dans la bio, je referai le rappel du coup sur le Telegram pour le live de mardi prochain. On verra effectivement si on rajoute un thème. Et là, pour le coup, finir là-dessus, bah, globalement, pour faire un récap, on voit que le marché, il a vraiment une notion où il drive effectivement de la sécurité et essaye de se protéger plus qu'autre chose, notamment effectivement avec la validation de l'on-chain que je viens de vous expliquer. Oui, on a des petits mouvements, effectivement sur certaines altcoins, donc ça peut être intéressant effectivement de choper certaines opportunités. Si vous êtes très exigeant et que vous êtes vraiment OK avec le fait de prendre très peu d'opportunités et de faire plus de recherches, beaucoup plus de recherches en termes d'approfondissement que d'habitude, parce que le marché est beaucoup plus exigeant actuellement que quand dans les phases où on est effectivement dans les phases haussières, etc. Et à mon sens, ce qui fera la diff par rapport à tout ça, c'est justement être un minimum régulier, suivre un petit peu le marché. Et oui, ça peut être l'occasion de choper des bonnes opportunités. Ça peut être l'occasion également de prendre un petit peu de temps, par exemple, on le dit, on le rappelle, mais de pour le coup, farmer un petit peu les airdrops.
Là, encore une fois, j'ai fait une grosse vidéo où je parlais effectivement de 10K à 100K à aller chercher et c'est clairement pas du putaclic, c'est largement faisable. Bien évidemment, ça mettra un minimum de temps. Mais pour le coup, que ce soit par rapport aux airdrops ou par rapport aux potentielles opportunités, c'est l'occasion d'accumuler en fonction de comment vous voulez optimiser par rapport à votre profil. On a parlé au début du live, si vous avez besoin, n'hésitez pas à voir la rediff. Mais pour le coup, d'optimiser, d'aller chercher effectivement un petit peu de régularité pour optimiser et on va dire chercher des plus gros multiples avant même l'arrivée du prochain bull run pour, encore une fois, chercher encore plus de résultats, certes, mais avec régularité et proportion. Donc, soyez régulier, just do it, c'est à vous de faire le taf maintenant. Et puis, on se retrouve du coup dans 15 jours. Est-ce que Pablo, un petit mot, de clôture, du coup, pour clôturer tout ça et pour se laisser du coup sur notre mardi prochain. To the moon. To the moon, les Mhm. amis. To the moon. Ça marche, bah, écoute, parfait. Pour ceux qui ont besoin, pareil, toujours pareil, petit rappel, on a des consultations offertes, donc petit bilan offert personnalisé. Donc le but, c'est de faire un petit point sur votre portefeuille et de donner un coup de patte. Donc si vous avez besoin, on se retrouve directement en message privé sur Instagram, Crypto Alchimiste. Vous m'envoyez directement crypto et c'est avec plaisir qu'on pourra effectivement se faire ce petit bilan offert personnalisé. Ça ne vous engage à rien et nous, ça nous fait plaisir de pouvoir également vous aider. C'est maintenant qu'on construira le prochain bull run. C'est maintenant qu'il faut le construire et c'est maintenant qu'il faut prendre le temps de le préparer. Sur ce, les amis, on se retrouve pour le coup mardi prochain.